Bonjour, cette présentation va traiter des complications de la défibrillation cardiaque. Je vais suivre le même plan que la présentation sur les complications de la stimulation cardiaque, puisqu'il y a des complications qui sont communes aux deux techniques. Et sur chaque diapositive, je vais simplement énumérer pour les complications communes les particularités de la défibrillation cardiaque, de façon à focaliser la présentation sur les complications qui sont spécifiques au défibrillateur. Dans les complications qui sont liées à la voie d'abord, l'embolie gazeuse, comme la survenue d'un pneumothorax, d'un hémothorax ou d'un hémomédiastin, il n'y a pas de particularité liée au fait qu'on implante un défibrillateur par rapport à un stimulateur cardiaque. En ce qui concerne les thromboses veineuses qui sont diagnostiquées en post-opératoire immédiat, comme elles sont liées au rapport de la taille des vaisseaux du patient par rapport au nombre et à la taille des sondes qu'on y implante, il y a un peu plus de risque avec les sondes de défibrillateurs qu'avec les sondes de stimulateurs cardiaques puisqu'elles sont un peu plus grosses. Pas de particularité autrement. En ce qui concerne maintenant en péropératoire l'implantation d'une sonde dans une mauvaise cavité. Il y a une particularité avec les défibrillateurs, c'est que les sondes de défibrillation ont un tropisme pour le sinus coronaire lié à leur taille. Elles rentrent beaucoup plus facilement que des sondes de stimulation dans le sinus coronaire. Et donc évidemment, si on visse une sonde dans un sinus coronaire, on a un risque de tamponnade qui est nettement accru. Voilà un électrogramme qu'on enregistre dans le sinus coronaire. Il y a un électrogramme auriculaire et un électrogramme ventriculaire, d'où l'importance de regarder les électrogrammes endocavitaires avant de visser une sonde dans une cavité. En ce qui concerne maintenant une sonde qui serait implantée dans les cavités gauches, pour les sondes de défibrillateur étant un peu plus rigides que les sondes de stimulateurs, il y a un peu plus de risque de passer au travers d'une communication interauriculaire et donc d'implanter une sonde dans le ventricule gauche plutôt que dans le ventricule droit. D'où l'intérêt à nouveau de regarder les électrocardiogrammes en D1 sur le testeur de seuil lorsqu'on va tester le seuil de stimulation. Je vous rappelle qu'une stimulation ventriculaire droite donne un QRS positif en D1, alors qu'une stimulation ventriculaire gauche donne un QRS négatif en dérivation D1. Maintenant, dans les complications de troubles du rythme ou de troubles de la conduction qui sont liés au passage des sondes dans le cœur, il n'y a pas de particularité pour les défibrillateurs par rapport aux stimulateurs. Il y a des risques de troubles du rythme auriculaire par manipulation des sondes dans l'oreillette et des risques de troubles du rythme ventriculaire par manipulation des sondes dans le ventricule. Les patients à qui on implante des défibrillateurs sont souvent plus fragiles que les patients à qui on implante des stimulateurs cardiaques et il faut donc avoir un défibrillateur préparé pour les interventions et des patients patchés si techniquement c'est possible dans vos centres. Les risques d'asystole, soit par passage de la tricuspide chez un patient qui aurait un trouble de conduction préopératoire, soit par régularisation d'une fibrillation atriale chez un patient qui aurait une maladie rythmique auriculaire, sont les mêmes. Et les risques de perforation cardiaque, même s'ils sont probablement un peu plus importants liés à la rigidité des sondes de défibrillation cardiaque, par rapport aux sondes de stimulateur cardiaque, donnent très peu de risque de tamponnade en péropératoire. Les complications qui sont liées maintenant au système de stimulation, la stimulation phrénique ou diaphragmatique et le risque de déplacement de sonde, ce sont exactement les mêmes pour les sondes de défibrillation et pour les sondes de stimulation cardiaque. Je rappelle l'importance de tester les sondes au bloc à forte intensité pour limiter les risques de stimulation diaphragmatique. Maintenant, l'élévation des seuils en post-opératoire immédiat, sans qu'il y ait de déplacement de sonde et qui sont liés à une réaction inflammatoire en post-implantation, ce sont les mêmes avec les sondes de défibrillation qu'avec les sondes de stimulation. En ce qui concerne le défaut de contact sonde-boîtier, je rappelle que pour un défibrillateur, la stimulation est toujours bipolaire, il n'y a pas de stimulation unipolaire ni de détection unipolaire sur les défibrillateurs et que donc
Si on suspecte qu'une élévation de seuil est liée à un défaut de contact entre une sonde et le boîtier, eh bien c'est lié vraisemblablement au mauvais vissage de la sonde dans le boîtier. En ce qui concerne maintenant les complications locales, l'hématome est plus fréquent avec les boîtiers de défibrillateurs qu'avec les boîtiers de stimulateurs cardiaques parce que le décollement sous-cutané de la loge est plus important. Et en ce qui concerne la stimulation pectorale, dont je vous ai parlé aussi avec les stimulateurs cardiaques, si elle survient avec un défibrillateur, ça ne peut pas être lié à une stimulation monopolaire, puisqu'il n'y a pas de stimulation monopolaire sur les boîtiers de défibrillateurs, et donc ça ne peut être lié qu'à une fuite de courant, soit une vis du boîtier qui n'est pas étanche, soit une lésion de l'isolant de la sonde. Les complications infectieuses maintenant, comme pour les stimulateurs cardiaques, le germe en cause le plus fréquemment pour une infection post-opératoire immédiate, c'est le staphylocoque doré. Les précautions à prendre sont les mêmes que pour les stimulateurs cardiaques et il n'y a pas plus de risque avec l'implantation d'un défibrillateur qu'avec un stimulateur cardiaque. Le plus important, ce sont les mesures préventives avec l'antibioprophylaxie qui doit être terminée avant l'incision, la préparation locale, le nombre de personnes dans la salle, le nombre d'entrées et sorties de la salle qui sont des risques de contamination, bien sûr le lavage des mains préopératoire et la durée d'intervention, plus elle est courte et moins il y a de risque de contamination. Pas de particularité donc vis-à-vis des défibrillateurs par rapport aux stimulateurs cardiaques. Les complications qui sont tardives maintenant. Au site d'implantation, je vous avais cité pour les stimulateurs cardiaques la migration du boîtier. Les risques de migration de boîtiers de défibrillateurs sont plus importants que pour les boîtiers de stimulateurs cardiaques puisqu'ils sont plus lourds et plus volumineux. De même que les risques d'extériorisation du boîtier sont plus importants pour la même raison, ils sont plus épais. Et donc, il y a toujours un risque chez des patients qui ont une peau fine ou des patients qui maigrissent beaucoup de menaces d'extériorisation du boîtier. Toujours, on considère que si la peau est franchie, il s'agit d'une infection et toute la difficulté dans des menaces d'extériorisation de boîtier va être de faire la différence entre une infection avec un germe torpide qui justifierait d'une extraction du boîtier et des sondes et une menace d'extériorisation qui pourrait bénéficier simplement d'une réintervention locale. Vous avez ici un exemple de menace d'extériorisation d'un boîtier de défibrillateur. Qu'on voit bien ici, la peau est rouge et ici elle est complètement amincie. On voit le boîtier en transparence, même si elle n'est pas franchie. Elle est très suspecte d'une infection de boîtier. Dans ce cas particulier, il s'agissait d'une infection de défibrillateur à staphylocoque blanc tardive. On passe donc maintenant aux risques d'infection des boîtiers. Les risques d'infection tardifs sont plus fréquents avec les boîtiers de défibrillateurs qu'avec les boîtiers de stimulateurs cardiaques, probablement liés à la taille des boîtiers. Ça peut, comme pour les stimulateurs cardiaques, être très tardif après un geste, parfois même plusieurs années. Et les sondes de défibrillation, comme les sondes de stimulation, ont un tropisme particulier pour les germes. Certains germes ont un tropisme particulier pour les sondes, comme les staphylocoques blancs. Et une septicémie, un staphylocoque chez un porteur de défibrillateur doit toujours faire suspecter une greffe bactérienne, soit que le défibrillateur ait lui-même été responsable de la septicémie, soit qu'il s'agisse d'une greffe secondaire. Et en général, le traitement curatif ne peut être que l'extraction de tout le matériel, boîtier et sonde. Il y a comme pour les stimulateurs cardiaques, il y a quelques rares cas qui sont toujours des cas isolés d'antibiothérapie au long cours avec conservation du matériel chez des patients qui sont trop faibles ou trop risques, chez qui l'extraction représente un risque trop important, mais ce ne sont que des cas isolés et ça risque de sélectionner des germes résistants aux antibiotiques. Les thromboses veineuses tardives, c'est la même chose que pour les stimulateurs cardiaques. Elles seront dépistées sur une circulation veineuse collatérale. Il n'y a pas de particularité liée aux sondes de défibrillateurs en dehors de leur taille. L'élévation maintenant tardive des seuils de stimulation et de détection sans dépassement de sonde
peuvent survenir sur les défibrillateurs comme pour les stimulateurs cardiaques, soit sur une pathologie aiguë, myocardite, infarctus, acidose, traitement médicamenteux, soit par réaction fibreuse en bout de sonde ou lésion de l'isolant, d'où l'intérêt de la télésurveillance qui est plus importante chez des porteurs de défibrillateurs que chez des porteurs de stimulateurs cardiaques, comme on va le voir ultérieurement. Le déplacement tardif des sondes peut arriver comme pour les stimulateurs cardiaques, en sachant que pour des sondes qui sont talonnantes, c'est-à-dire dont la courbure appuie sur une cavité cardiaque, ça peut être la courbure de la sonde ventriculaire de défibrillation sur la paroi auriculaire. Ça peut favoriser une migration progressive de la sonde en intrapéricardique ou en intrapulmonaire parce que les sondes de défibrillation sont plus rigides que les sondes de stimulation cardiaque. Et donc les sondes peuvent avancer à chaque contraction cardiaque. L'appui de la cavité cardiaque sur la sonde peut la faire avancer progressivement. Et le dépistage sera effectué le plus souvent sur une dysfonction de la sonde plutôt que sur une tamponnade. Il y a, de même que pour les stimulateurs cardiaques, un risque de Twidler syndrome chez des patients qui psychologiquement présentent des troubles et qui peuvent retourner leur boîtier de défibrillateur et ainsi décrocher les sondes du cœur. Et c'est le cas de ce patient chez qui on voit que la sonde de défibrillation ventriculaire est remontée dans l'oreillette droite et dans la veine cave supérieure, avec une sonde qui est entortillée autour du boîtier qu'on peut voir ici au bloc sur la photo prise au bloc opératoire. Les risques de rupture de sonde sont plus fréquentes avec les sondes de défibrillateur qu'avec les sondes de stimulateurs cardiaques. Elles vont être suspectées sur des fausses détections de troubles du rythme, avec des risques pour un défibrillateur de choc inapproprié, et avec des inhibitions de la stimulation avec risque d'asystolie chez un patient stimulodépendant, exactement comme pour un stimulateur cardiaque. Le plus souvent, comme pour les stimulateurs cardiaques, ce sont des parasitages qui sont intermittents, d'où l'intérêt des manœuvres d'abduction contrariée et des manipulations de boîtier, puisque la zone la plus fragile des sondes, c'est la sortie de connexion. Ça représente également pour les défibrillateurs un intérêt majeur de la télésurveillance des boîtiers. Voilà un exemple deux exemples de fractures de sonde de défibrillation chez des patients. Dans le premier cas, c'est un patient qui est traité par un défibrillateur multisite, dont on voit ici sur le canal ventriculaire droit des parasitages qui donnent lieu à des faux diagnostics de fibrillation ventriculaire, un ici et un autre ici, qui risquent donc de charger le boîtier et de délivrer un choc inapproprié. C'est la même chose chez cette patiente qui a un défibrillateur monochambre où on voit qu'il y a des parasites qui sont enregistrés en zone de fibrillation ventriculaire et qui fort heureusement s'interrompent sans donner lieu à une cardioversion. Les interférences électriques, maintenant, il faut savoir que les défibrillateurs sont beaucoup plus sensibles que les stimulateurs cardiaques aux interférences. Et malgré cela, il y a peu d'interférences dans la vie quotidienne des patients. Le téléphone portable qui doit être placé à distance du boîtier, les portiques anti-vol des magasins dans lesquels les patients doivent passer mais pas stationner, un risque particulier avec la soudure à l'arc. En revanche, ces interférences présentent beaucoup plus de risques, comme pour les stimulateurs cardiaques, à l'hôpital et avec les interventions avec le bistouri électrique, avec les passages sous IRM, les chocs électriques externes, la lithotripsie, la radiothérapie. Alors, ce sont des risques à évaluer au cas par cas, avec des avis spécialisés si besoin, et un contrôle et réglage du défibrillateur. Je rappelle que contrairement à un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ne stimule pas sur le mode asynchrone sous aimant, c'est-à-dire que autant la position de l'aimant sur un boîtier de défibrillateur va inhiber sa détection et donc éviter qu'un patient reçoive des chocs inappropriés, autant il ne modifiera pas le fonctionnement de la stimulation. Et donc, si on doit utiliser un bistouri électrique chez un patient qui est stimulodépendant avec un défibrillateur, l'aimant le protégera des chocs,
mais il faut dire aux chirurgiens d'utiliser le bistouri sur le mode bipolaire et surtout de faire des petits coups de bistouri de façon à ne pas inhiber de façon prolongée la stimulation par le boîtier. Une interférence électrique donne souvent des signaux parasites sur toutes les sondes d'un défibrillateur, à la différence d'une fracture de sonde, et ça c'est comme pour les boîtiers de stimulation cardiaque. Vous avez ici un exemple d'inhibition par un bistouri électrique chez un patient qui est en fibrillation auriculaire chronique, comme on le voit sur le tracé endocavitaire de l'oreillette, avec une stimulation qui est délivrée sur le mode bipolaire régulière. L'appareil enregistre un épisode de fibrillation ventriculaire et on voit sur tous les tracés, ici et là, qu'il y a des parasitages de la sonde qui sont liés à une interférence qui, dans son cas, était liée à l'extraction d'un névus sur le haut du front. Sur ce cas, il s'agit d'une patiente qui a une petite dysfonction sinusale, qui a donc un appareil qui est réglé sur le mode de la stimulation auriculaire en AI. Cette patiente a présenté une mort subite pour laquelle on n'a pas retrouvé de cardiopathie sous-jacente. Et donc la sonde de défibrillation va enregistrer ici des épisodes qui sont considérés comme des épisodes de fibrillation ventriculaire. On enregistre également des parasites sur la sonde atriale. Et plusieurs épisodes vont être ainsi diagnostiqués jusqu'à ce qu'elle reçoive un choc de défibrillation par le boîtier. Alors chez cette patiente, c'est assez particulier. Elle devait être opérée d'un cancer du sein et l'anesthésiste a placé l'aimant non pas sur le boîtier du défibrillateur, mais sous l'épaule de la patiente. Et donc, il y a eu plusieurs charges du défibrillateur qui a diagnostiqué faussement des troubles du rythme ventriculaire qui ont été déviées, puisque l'utilisation du bistouri électrique a été discontinue. Ça n'a pas été vu par l'équipe jusqu'à ce que le défibrillateur choque une fois la patiente, ce qui a alerté l'anesthésiste et donc fait changer la position de l'aimant sur le boîtier. Et donc plusieurs épisodes de ce type vont amener, si les patients ne sont pas choqués, vont amener à des charges itératives du boîtier et donc favoriser une usure prématurée du boîtier. Maintenant, en ce qui concerne les complications plus tardives, il y a les erreurs de diagnostic des défibrillateurs avec des thérapies inadaptées. Je rappelle que comme pour un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ne va détecter et traiter ou enregistrer que ce qu'il voit. Une fibrillation atriale non vue, une tachycardie atriale mal détectée, des tachycardies ventriculaires lentes, c'est-à-dire en dehors des zones de programmation de l'appareil, ne seront pas diagnostiquées et donc vont fausser les compteurs d'événements et éventuellement vous rassurer de façon erronée. Il y a en particulier dans le boîtier des erreurs dans les boîtiers de défibrillation, des erreurs de discrimination qui sont possibles entre des troubles du rythme ventriculaire, des troubles du rythme atriaux, des tachycardies jonctionnelles. Et il faut se souvenir que dans le dessin des algorithmes de tous les défibrillateurs, les défibrillateurs traiteront plutôt par excès que par défaut, de façon à ne pas passer à côté d'un trouble du rythme ventriculaire. Donc le cauchemar de la discrimination du défibrillateur, c'est une tachycardie régulière qui débrute brutalement, avec autant de ventricules que d'oreillettes, avec donc la difficulté de discriminer entre une tachycardie atriale, conduite en 1 sur 1, une tachycardie ventriculaire conduite en 1 sur 1 de façon rétrograde, ou une tachycardie jonctionnelle. On va voir quelques exemples. De même que pour le boîtier de stimulation, et là c'est la même diapositive que pour les complications des stimulateurs cardiaques, une tachycardie atriale trop lente, comme c'est le cas ici, ne va pas être diagnostiquée par le boîtier comme une tachycardie atriale et la stimulation va donc s'effectuer sur un mode plus rapide que sur le mode physiologique. Et les compteurs d'événements ne montreront pas de troubles du rythme auriculaire. Vous avez dans ce cas ici un patient qui est en fibrillation auriculaire chronique, comme on peut voir sur l'électrogramme endocavitaire, qui va avoir des ventricules qui vont se régulariser et devenir réguliers. Et donc l'appareil va faussement diagnostiquer une tachycardie ventriculaire, délivrer une stimulation antitachycardique
et éventuellement pouvoir déclencher une tachycardie ventriculaire chez ce patient. Chez ce patient ici, un diagnostic de tachycardie ventriculaire non soutenue est porté, alors que sur l'électrocardiogramme, il s'agit d'un défibrillateur double chambre chez un patient qui a une cardiopathie ischémique. Sur l'électrocardiogramme, les électrogrammes endocavitaires, on voit très bien que le début de la tachycardie est lié à une extrasystole atriale et non pas à une extrasystole ventriculaire. Il y a une conduction ultérieure régulière 1 sur 1 entre le ventricule et l'oreillette. Et en fait, il s'agissait chez ce patient d'une tachycardie jonctionnelle avec une voie accessoire rétrograde, avec un délai ventricule-oreillette qui est long, lié à la voie accessoire. Dans cet exemple-là, il n'y a pas eu de thérapie délivrée par le boîtier parce que l'épisode n'a pas été soutenu, mais le patient avait eu auparavant plusieurs fois des stimulations antitachycardiques sur un faux diagnostic de tachycardie ventriculaire qui d'ailleurs était toujours très efficace sur la tachycardie jonctionnelle. Maintenant, il peut y avoir sur les défibrillateurs cardiaques des erreurs de détection qui ne sont pas liées à des tachycardies proprement dites, mais en particulier à une surdétection, comme c'est le cas ici en dehors des interférences, comme c'est le cas ici pour une surdétection de l'onde T chez ce patient. C'est un jeune homme qui a un défibrillateur implanté pour une dysplasie ventriculaire droite arythmogène, qui fait du sport et chez lequel survient une surdétection de l'onde T à la course qui a donné lieu chez lui à un choc inapproprié. Les surdétections sont plus fréquentes sur les défibrillateurs sous-cutanés, comme c'est le cas ici, chez une patiente, que sur les défibrillateurs endocavitaires, puisque les électrogrammes sont des électrogrammes sous-cutanés et non pas des électrogrammes endocavitaires. Et donc, chez cette patiente, on peut voir à l'effort qu'il y a une surdétection des ondes T qui va donner lieu, lorsqu'ils vont remplir les compteurs, à un choc inapproprié à ce niveau-là. Dans les défibrillateurs sous-cutanés, le filtre SmartPass a été dessiné pour éviter les surdétections de l'onde T, mais malheureusement, ce filtre se désactive de façon permanente et itérative lorsque les patients ont des variations importantes de leur rythme cardiaque, et c'est le cas chez cette patiente qui avait été appareillée pour un syndrome de Brugada avec une mutation de SCN5A et qui avait une dysfonction sinusale complètement asymptomatique, avec des pauses qui ne sont pas prolongées, mais qui vont désactiver de façon permanente, itérative, le SmartPass, et donc faire qu'on va être obligé, alors qu'on l'avait appareillé de façon préventive par un défibrillateur sous-cutané pour lui éviter des sondes endocavitaires, on a été obligé de la réappareiller avec un défibrillateur endocavitaire ultérieurement. Maintenant, les tachycardies qui sont liées au réglage du défibrillateur, comme les tachycardies par réentrée électronique, elles sont exactement les mêmes que celles qui sont liées à la stimulation cardiaque. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est que vous ne pouvez pas arrêter une TRE sur un défibrillateur en apposant l'aimant, puisqu'il n'y a pas de stimulation asynchrone, et qu'il faudra que vous utilisiez un programmateur. En ce qui concerne les tachycardies qui sont liées à l'écoute croisée ou crosstalk, il y a une particularité pour les défibrillateurs qui est que la sensibilité automatique du défibrillateur peut favoriser un crosstalk atrioventriculaire, c'est-à-dire la détection par la sonde ventriculaire du potentiel atrial. Sur cet exemple, vous voyez que lorsque le ventricule est spontané, ici, la sensibilité automatique du défibrillateur va éviter de détecter l'onde A, la stimulation atriale qui suit. En revanche, lorsque le ventriculogramme est électro-entraîné, comme on le voit ici, comme la taille du ventriculogramme est plus faible, eh bien, la détection automatique va détecter la stimulation atriale ici, vous voyez le marqueur R, et donc réaliser une écoute croisée atrio-ventriculaire. Et ça, c'est favorisé par la détection automatique de certains défibrillateurs. Vous pouvez avoir également des doubles détections de l'onde R, comme on peut le voir sur ce cas, lorsque les QRS sont très larges.
Et cela peut donc favoriser des compteurs de détection d'extrasystole ventriculaire élevés qui sont en réalité faux. Maintenant, dans les défibrillateurs, il y a malheureusement des dysfonctionnements qui sont imprévisibles et que les algorithmes qui sont développés par les constructeurs tentent de pallier progressivement avec leurs incréments d'algorithmes intelligents. Dans ce cas, vous avez ici une tachycardie ventriculaire qui est très bien diagnostiquée par l'appareil, qui va délivrer une stimulation antitachycardique, accélérer la tachycardie. Dans un autre cycle, il s'agit toujours d'une tachycardie ventriculaire, mais cette fois rapide, qui va donner lieu à une cardioversion. Dans ce cas ici, vous avez un patient qui va recevoir des chocs inappropriés parce qu'il a des salves d'extrasystole ventriculaire itératives qui s'arrêtent. L'appareil va diagnostiquer ici une tachycardie ventriculaire, va charger et malheureusement pour le patient, lorsque survient la confirmation du trouble du rythme, eh bien, le patient a une autre salve de tachycardie ventriculaire et donc l'appareil a reconfirmé sur la deuxième salve et a considéré qu'il s'agissait d'une tachycardie ventriculaire soutenue et a donc choqué le patient à plusieurs reprises pour des épisodes similaires. Dans les dysfonctionnements qui sont imprévisibles mais qu'on arrive à récupérer avec la télécardiologie maintenant et la télésurveillance, il y a l'abandon de thérapie par les défibrillateurs. Vous savez qu'un défibrillateur peut délivrer jusqu'à 5 ou 6 thérapies pour un même épisode. Et il s'agit ici du cas d'une patiente qui était en consultation de transplantation cardiaque, de pré-transplantation cardiaque, qui est porteuse d'un défibrillateur multisite. L'appareil va diagnostiquer de façon tout à fait appropriée, comme on peut le voir ici, une fibrillation, enfin une tachycardie ventriculaire d'abord, puis une fibrillation ventriculaire, va délivrer plusieurs thérapies de burst et de rampe d'abord, puis de cardioversion. Et vous avez ici la succession des cardioversions jusqu'à ce qu'elle s'arrête ici parce que l'appareil ne sera pas arrivé à interrompre le trouble du rythme ventriculaire et donc va interrompre sa thérapie. Et c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Dernier choc de défibrillateur délivré par la patiente, puis l'appareil va arrêter ses enregistrements et fort heureusement, comme la patiente était en consultation, elle reçoit un choc de défibrillation externe délivré par l'équipe de la consultation et le tracé montre bien que la tachycardie ventriculaire, enfin la fibrillation ventriculaire a été interrompue à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne les complications de la défibrillation liées aux électriques tardives, les déplétions de batterie. Je rappelle que comme pour les stimulateurs cardiaques, la fin de vie des batteries suit une courbe exponentielle, d'où l'intérêt des contrôles rapprochés au moment des fins de vie de batterie, et que autant les pannes de défibrillateurs par mutuité sont rares, mais les signalements que certaines batteries sont à risque d'usure prématurée sont beaucoup plus fréquentes chez les défibrillateurs que chez les stimulateurs cardiaques, ce qui justifie grandement la télésurveillance des boîtiers de défibrillateurs. En conclusion, dans les complications de la défibrillation cardiaque, on peut dire que ces appareils cumulent les complications de la stimulation et de la défibrillation chez des patients qui sont plus fragiles habituellement que ceux chez qui on implante des stimulateurs cardiaques. Les boîtiers et les sondes sont plus gros que les stimulateurs, avec plus de complications mécaniques et surtout infectieuses au long cours. Les sondes sont plus fragiles et vont donc nécessiter une surveillance accrue, d'où l'intérêt de la télésurveillance, et d'où l'intérêt aussi du développement des défibrillateurs sous-cutanés, surtout dans des versions futures lorsqu'ils seront couplés à des stimulateurs sans sonde. Je vous remercie.